Bonjour à toutes et tous. Bien content de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième journée de la 10e édition des Rendez-vous de la mobilité durable, consacrée à la mobilité active. On a eu déjà 2 belles journées consacrées à la mobilité sobre et intelligente, à la mobilité collective et partagée. Certains d'entre vous étaient déjà là pour les deux premiers événements. Rendez-vous de la mobilité durable, c'est un des événements phares du Creux, l'occasion de partager, d'échanger des idées, des enjeux, de partager des bonnes pratiques en matière de mobilité active, collective, avec un ensemble de partenaires très diversifiés, autant du milieu municipal que du milieu privé ou du milieu associatif. Aujourd'hui, notre sujet phare de la journée, c'est la mobilité active. Élément clé aussi pour le Creux Montréal parce que c'est un élément qu'on intègre de façon transversale dans beaucoup de démarches et beaucoup de projets. Je pense à la trame verte et bleue active, entre autres, toute la réflexion sur l'accessibilité des parcs aussi, l'intégration du piéton et de la mobilité active dans notre démarche stationnement éco-responsable. D'ailleurs, hier avait lieu l'inauguration du premier pôle de mobilité de l'agence qui a obtenu la certification stationnement éco-responsable. On est bien content. Puis une présence aussi au sein de multiples comités consultatifs de la Vision Zéro, comité vélo et la mobilisation des partenaires dans le cadre de dossiers précis. Pensons à la Dalpark éternel dossier qui revient d'année en année jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Juste pour mettre un peu la table aujourd'hui aussi, quelques éléments. En fait, on voit passer beaucoup de cibles ambitieuses en matière de mobilité au niveau environnemental. Réduction de 25% de la part modale de l'auto-solé d'ici 2030, augmentation de 15% de la part du vélo d'ici 2027, décarbonation des transports d'ici 2040, doublement du nombre de déplacements actifs sur le territoire de la RTM d'ici 2050, donc beaucoup d'ambitions et beaucoup d'objectifs en matière de mobilité. Beaucoup de choses déjà qui ont été faites dans la dernière décennie aussi qui sont encourageantes et qui nous poussent à aller plus loin. En fait, on peut penser au réseau Express Vélo qui est vraiment une réussite. La croissance fulgurante des utilisateurs et des déplacements de Bixi, passé de 3 à 11 millions en moins de 10 ans. Les 11 rues piétonnes qui étaient ouvertes cette année aussi, et la popularité croissante du vélo d'hiver. Donc bref, beaucoup de signaux et d'éléments qui sont très encourageants, qui sont des démarches qui ont pris des années en fait, de mobilisation, de planification, de travail avec la communauté pour aboutir. Et aujourd'hui, en fait, on veut se poser, puis c'est un peu la question qu'on veut amener tout au long de la discussion aujourd'hui. Quels sont les prochains fers de lance en fait, en matière de mobilité active et quels sont les grands dossiers sur lesquels on doit travailler pour les prochaines décennies? Le plan d'urbanisme est en consultation actuellement, on est dans un horizon 2050, mais quels vont être en fait nos grands chantiers, comment collectivement on va les atteindre. Donc gardez ça en tête tout au long de la journée des ateliers, dans les réflexions et les partages que vous allez avoir. L'événement, bien sûr, est rendu possible grâce à plusieurs partenaires. Notre partenaire mobilisateur et présentateur de l'événement, Montréal Physiquement Active, nos partenaires influenceurs qui sont l'Agence de mobilité durable et l'Agence régionale des transports métropolitains. Donc merci beaucoup pour votre soutien qui nous permet de réaliser ces événements. Je veux aussi souligner le travail de titan mené par mes collègues Camille, qui est tout au fond de la salle, que vous croisez, qui court un peu dans tous les sens. Blaise aussi pour le travail de préparation, de ficelage de cette programmation, autant d'aujourd'hui, mais de tous les rendez-vous de la mobilité. Donc je veux leur faire une grande main d'applaudissements parce que c'est grâce à eux que ces événements sont possibles. Puis là, je m'arrête, je vais passer la parole tout de suite je vous disais que Montréal Physiquement Active était notre partenaire mobilisateur et présentateur du forum, donc je passerai la parole à Karine Touvny, qui est co-directrice de Montréal Métropole en Santé et coordonnatrice de Montréal Physiquement Active. Donc je vous souhaite une belle journée riche en échanges. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Bonjour et bienvenue à toutes et tous à cet exaltant rendez-vous qui met à l'honneur l'intelligence collective en faveur de la mobilité active. Je suis la fière coordinatrice du réseau de Montréal Physiquement Active, ce réseau qui œuvre grâce à la mobilisation des expertises des organismes partenaires à favoriser l'aménagement des milieux de vie propices aux déplacements actifs et collectifs, à soutenir le développement du plein air urbain, à valoriser la pratique sportive et à soutenir la promotion d'un mode de vie physiquement actif et équilibré à Montréal.
Depuis 2014, cette énergie collaborative a été la genèse de près de 70 projets qui ont contribué et qui contribuent encore à faire de Montréal une métropole physiquement active, inclusive et accessible. Les rendez-vous de la mobilité durable qui vous sont présentés en ce mois de septembre font partie d'ailleurs de ces beaux projets. Quand on parle de mobilité, de mode de vie physiquement actif, il ne s'agit pas seulement de pratique. Il s'agit de porter un regard sur le chemin à parcourir entre la porte de la citoyenne ou du citoyen à son lieu de pratique ou encore à son lieu de travail ou son établissement scolaire. Dans cette perspective, le déplacement actif est une option simple à l'activité pour 55% de la population montréalaise de plus de 15 ans qui est considérée comme à risque d'être physiquement inactive. Atteindre les objectifs nommés par Emmanuel, c'est parler bien sûr d'environnement, mais c'est aussi parler de sécurité, de convivialité et d'accessibilité universelle. C'est agir en faveur d'environnements favorables à la santé et au bien-être de la population. En considérant que l'évolution des modes de transport, de l'urbanisation peuvent permettre un taux de progression de l'activité physique pouvant aller jusqu'à 70%, on contribue également à travailler sur les cibles nommées par Emmanuel. La cible de l'OMS soit réduire de 15% le niveau d'inactivité physique chez les adultes et les adolescents en 2030. Emmanuel a cité également un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre sur les dernières années. Ces accomplissements sont bien sûr à souligner et on peut se réjouir aussi des perspectives à venir, notamment les cibles qui sont intégrées dans le cadre du plan d'urbanisme et de mobilité pour lesquels nous avons été consultés récemment. Mais entendons-nous, cela engendre bien sûr des défis de taille. Je pense notamment à la cohabitation des différents usagers, à l'iniquité territoriale, à la mise à l'échelle des actions et également à l'accompagnement au changement. Aujourd'hui, il s'agit donc de réaffirmer certaines priorités et d'en faire émerger de nouvelles afin d'atteindre plus rapidement nos cibles, afin de rendre les choix simples plus faciles et les choix les moins simples plus difficiles, dans la perspective d'améliorer la qualité de vie de la population montréalaise. Pour ce faire, aujourd'hui, vous allez être amenés à faire un certain nombre d'ateliers et vous allez être accompagnés par Gabrielle Lamontagne-Allais, journaliste spécialisée en environnement, qui va être l'animatrice de la journée et qui est présente ici. Parfait, je te passe le micro. Belle journée à vous et belle activité. Merci Emmanuel, merci Karine d'avoir brisé la glace. Alors bonjour à toutes et tous. Effectivement, je m'appelle Gabrielle Lamontagne-Allais. Je suis journaliste spécialisée en environnement et j'ai la grande chance depuis un peu plus de 2 ans de collaborer avec l'équipe de l'émission Feu vert, qui est un rendez-vous hebdomadaire sur l'environnement sur les ondes de Ici Première Radio-Canada, donc à la radio. Et c'est un grand privilège d'être des vôtres aujourd'hui pour animer le panel d'ouverture et une partie de la journée. Je suis moi-même cycliste 4 saisons et utilitaire là, depuis près de 20 ans. Donc, ça occupe beaucoup de bandes passantes dans mon cerveau de réfléchir constamment à comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mettre de l'avant tous les bénéfices qui ont été nommés plus tôt, qui sont associés à la mobilité active, puis sur les leviers aussi pour en faire une véritable norme sociale, cette fameuse norme sociale dont on parle de plus en plus. D'ailleurs, je me permets de vous partager une petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire la semaine dernière. On avait à l'émission Feu vert un nouveau collaborateur qui venait pour la première fois, puis il est arrivé en studio pour l'enregistrement avec son casque de vélo sur son sac. Et après quelques minutes, il nous a avoué qu'il s'était déplacé en voiture, mais qu'il avait pris son casque pour pas se faire juger et passer inaperçu. Évidemment, c'était une blague. Il était véritablement venu à vélo, mais ça a déclenché de l'hilarité générale dans le studio. Et quand on y pense bien, en fait, ça en disait long sur la norme sociale qui prévaut dans notre équipe de travail. Sans surprise, qui est une équipe très sensibilisée, mais qui n'est pas nécessairement celle de la société, disons. C'est notre micro-société. Mais ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, le jour où les gens vont se présenter à des rendez-vous importants ou à des entrevues d'embauche avec un casque sur leur sac comme un statement, alors qu'ils sont peut-être venus en voiture, c'est parce qu'on va avoir basculé de l'autre côté de la norme sociale, puis ça va être une méchante bonne nouvelle, finalement. Alors,
je voyais un peu ça comme quand on arrive à l'épicerie, tu sais, qu'on s'excuse à la caissière, puis qu'on dit « Ah non, mais j'ai toujours mes sacs d'habitude, là, je suis vraiment désolée, je les ai oubliés à la maison », tu sais, puis qu'on ressent les regards autour de nous, là. Il y a eu un changement par rapport à ça qui s'est opéré, entre autres, pendant la pandémie, fait que je me dis peut-être qu'un jour, on va arriver à ça avec le casque de vélo. Donc, je referme cette petite tranche de vie en espérant vous avoir fait rêver un petit peu. Et je vous propose, sans plus tarder, de passer en revue rapidement le déroulement de la journée. Dans quelques instants, je vais accueillir 2 élus à l'avant pour un panel d'ouverture qui va nous permettre de faire le point sur les acquis des dernières années en termes de mobilité active, mais aussi d'introduire les 4 thématiques du forum, donc la mobilité active en milieu scolaire, le stationnement vélo et la prévention du vol, la mobilisation citoyenne et les données piétonnes. Ensuite, on va prendre une petite pause café, puis vous allez participer à un premier bloc d'ateliers thématiques en fonction de la thématique que vous avez retenue pour la journée. On va poursuivre avec un dîner végétarien qui va être servi au Salon des gouverneurs, là où vous avez été accueillis tout à l'heure pour le petit café en arrivant. Vous allez aussi pouvoir profiter de la pause dîner en espérant que la météo va être notre allié pour aller à l'extérieur voir l'offre diversifiée de stationnement et d'abris à vélo sécurisés. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs modèles à vous présenter grâce aux entreprises Équipement Alt, Mobio, Vélo Transit et Shelltech qui sont sur place pour l'événement. Ensuite, vous allez être attendus pour un autre bloc d'ateliers thématiques en salle et on va se retrouver à nouveau tous ensemble ici un peu après 15 heures pour un panel de clôture qui va prendre la forme d'une plénière où on va revenir ensemble sur les échanges de la journée, les discussions qui ont eu lieu dans les différents ateliers. Donc, on va faire une mise en commun pour terminer la journée. Donc, vous allez avoir à transiter à quelques reprises dans la journée d'une salle à l'autre et on compte donc sur votre collaboration là, pour respecter l'horaire, éviter qu'on prenne du retard sur le début des ateliers et assurer des déplacements efficaces entre les étages si vous avez besoin de l'ascenseur, par exemple. Chacune des 4 thématiques est associée à une seule salle, donc vous allez avoir la même salle pour vos 2 ateliers. Tout se passe sur l'étage ici pour ces ateliers-là. Donc, c'est vraiment tout prêt. Et il y aura des gens qui seront là pour vous guider aussi lors des transitions. Donc, vous ne serez pas laissés à vous-même. Si jamais votre mémoire vous joue des tours, je vous rappelle que la thématique que vous avez retenue est inscrite normalement sur votre cocarde. Donc, vous pourriez vous y référer au besoin. D'ailleurs, on doit préciser que ce ne sera pas possible de faire des changements, malheureusement, parce que les places sont calculées et sont limitées là, dans chacun des ateliers. Pendant les pauses, il y aura du café à nouveau qui sera offert au Salon des gouverneurs au rez-de-chaussée. Et on vous demanderait autant que possible de garder vos verres et vos tasses tout au long de la journée pour éviter d'engager 3 plongeurs à temps plein juste pour faire ça aujourd'hui. À la fin du forum, vous allez être invité à rester avec nous aussi pour réseauter avec un verre, avec des petites bouchées jusqu'à 18 heures. Et petit rappel, avant qu'on débute les discussions, d'éteindre vos sonneries de téléphone cellulaire si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous propose qu'on plonge dans notre panel d'ouverture pour se pencher sur les enjeux de mobilité active à travers l'île de Montréal, à la fois dans les quartiers centraux, mais aussi dans les quartiers excentrés. Donc, je vous présente nos 2 panélistes que j'inviterai à me retrouver sur scène. Sophie Mauzera, le conseillère de la ville dans le district Saint-Marie, dans l'arrondissement Ville-Marie, et responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif. Vous pouvez l'applaudir. Ainsi que Arigel Corby, conseillère d'arrondissement du district Saint-Léonard-Est et présidente de la commission permanente du développement social, des loisirs, de la culture, de la diversité et de l'inclusion de Saint-Léonard. Bonjour à toutes les 2. Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là. Tout d'abord, mesdames, si on regarde un peu en arrière dans les dernières années, on a quand même fait plusieurs gains notables en termes de mobilité durable. Je ne les renommerai pas, mais Emmanuel en a nommé plusieurs d'entrée de jeu tout à l'heure. De votre côté, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a bougé, même si on a encore du travail à faire. De votre côté, c'est quoi votre appréciation du chemin parcouru à Montréal dans les dernières années en termes de mobilité active? Sophie? L'heure de l'humilité arrivera plus tard, mais je pense que ça vaudrait la peine en commençant quand même de se péter les bretelles. On oublie à quel point il y avait de la résistance, puis à quel point c'était quelque chose qui n'était pas acquis il y a à peine quelques années. Je suis retournée en prévision ce matin lire des articles sur le rêve Saint-Denis. Puis pour nous, c'est rendu comme un acquis. Tu sais, la Société de développement commercial défend le projet. Tu sais, on a vu la performance économique en plus, tu sais, de la pertinence pour le transport actif, du fait que ça réduit les enjeux de sécurité sur la route. Tu sais, tout le monde le sait là, que c'est un franc succès. Puis je pense que
personne, même la madame qui a la boutique des champignons, ne reviendra en arrière. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment virulent. Là. On recevait des menaces de mort. On en reçoit encore, mais il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement... les gens étaient rébarbatifs à ce changement de culture-là. Donc, il faut quand même prendre acte du fait que maintenant, on ne fait plus juste des rêves dans les quartiers centraux. C'est rendu qu'on fait des rêves dans des quartiers beaucoup plus excentrés. On pense à Henri Bourassa, on pense à Jean Talon. C'est des projets quand même qui sont sur des grosses artères qui, à l'époque, étaient considérées comme tout simplement des rues de transit pour lesquelles la priorité, c'était le transit automobile, c'était le camionnage. Donc, il faut quand même nommer le fait qu'il y a eu un changement de paradigme important au niveau du vélo, puis même au niveau de la mobilité active. On parlait des rues piétonnes. Là, on s'en va de plus en plus vers des rues piétonnes qui seront pérennes, donc des aménagements piétons à l'année. Je vois Marie-Hélène qui est dans la salle avec qui on travaille, entre autres, le Royaume des piétons dans le Vieux. Donc, on est vraiment ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'il y a du travail à faire, mais je pense qu'il faut quand même prendre acte là, de ce changement-là. Puis un changement aussi, puis ça, on ne le voit pas, puis je tiens vraiment à le mentionner, un changement de culture organisationnelle aussi dans les institutions. Tu sais, il y en avait là, des gens qui étaient mobilisés pour ça, mais là, on sent que toute la fonction publique de la Ville de Montréal a embrassé ces nouveaux paradigmes-là, puis tout le monde rame dans le même sens, puis c'est rendu un acquis. On n'a plus besoin de justifier la pertinence de faire ces choses-là. Donc, je pense que, réjouissons-nous, puis après ça, on boudra. Mais commençons par se réjouir. Voilà. Absolument. De votre côté, Arish? Oui, nous, il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés, mais c'était plus dans les secteurs centraux. Nous, à l'arrondissement, c'est sûr qu'il y a une volonté de développer la mobilité active, mais c'est sûr qu'on a besoin que tout le monde embarque dans cette histoire-là, puis qu'on développe la culture du vélo. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés les dernières années à l'arrondissement, dont, par exemple, l'ajout de 10 stations Bixi à l'arrondissement. On a fait des demandes de financement pour la sécurisation autour des écoles. Toute la totalité des abords des écoles ont été sécurisés à Saint-Léonard. On a prolongement, on accueille ce projet-là en 2025 avec beaucoup de dates. C'est le prolongement de la piste cyclable sur la rue de Lisieux. Donc, on accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme. On a la modification de la réglementation qui s'en vient aussi pour encourager la pratique du vélo. Ça va être aussi en pratique à partir de 2025 à l'arrondissement. Et aussi, comme Sophia vient de parler, le rêve de la rue Jean Talon. Et aussi, on ne peut pas passer à côté de ça, le prolongement de la ligne bleue qui vient de commencer. Donc, c'est sûr que c'est le plus gros projet à Saint-Léonard pour les prochaines années qui s'en vient, puis qui va être un effet boule de neige pour tous les projets que ça peut se voir le jour à Saint-Léonard en question de mobilité durable. À cause que, on pense au prolongement de la ligne bleue, ça amène un rêve sur Jean Talon, un rêve plus tard sur Lacordaire aussi. On sait que le plus gros défi à Saint-Léonard, notre arrondissement, c'est vraiment l'autoroute 40, la métropolitaine qui sépare l'arrondissement en deux et que les transports sont très difficiles d'un côté à l'autre, que ce soit en nord-sud, est-ouest. Donc, c'est vraiment le plus gros défi que je dirais parce que aujourd'hui, quand on le voit, on dit que c'est pas possible de faire une traversée, mais c'est sûr qu'on pense à l'extérieur de la boîte, puis on veut développer pour que les gens soient reliés d'un côté à l'autre et surtout que l'arrondissement ne soit plus déconnecté du reste de la ville et qu'il soit relié par... justement, on pense à de Lisieux, puis aussi on a d'autres projets qui sont en cours de développement, que j'en parlerai plus tard. Donc, oui, il y a eu du développement, mais c'est surtout dans les quartiers centraux. Mais nous aussi, on commence à être touchés par ça, puis on accueille ça favorablement. Mais c'est sûr aussi, il faut qu'on garde aussi la préoccupation des citoyens, puis qu'on les embarque dans cette histoire-là, pas tasser de revers de main leur inquiétude ou leur volonté d'être à travers ça, parce que les citoyens, leur sens d'appartenance à ce projet-là doit être dès le début là, parce que c'est difficile d'amener quelqu'un plus tard, quand il ne se sent pas interpellé dès le début, de participer à ce développement-là. Merci beaucoup. Puis justement, si on se plonge dans votre arrondissement, Sophie Mauserol, c'est quoi les progrès là, que vous avez réalisés dans les dernières années?
Moi, je suis dans Ville-Marie. Ville-Marie, c'est un arrondissement très particulier parce que c'est à la fois l'hyper-centre-ville, le centre des affaires, le Vieux-Montréal, le quartier chinois, mais aussi des quartiers comme Centre-Sud qui sont des quartiers un peu plus habités. On a la chance à Montréal d'avoir un centre-ville qui est habité, ce qui n'est pas le cas partout, mais ça génère beaucoup, beaucoup de défis parce qu'on veut s'assurer justement que les citoyens et citoyennes puissent apprécier leur quartier, vivre leur vie de quartier, mais en même temps, on ne se cachera pas qu'on a des centaines de milliers de personnes qui rentrent et qui sortent de l'arrondissement tous les jours. On a aussi on a des infrastructures métropolitaines. Tu sais, moi, le pont Jacques-Cartier se déverse dans mon district. Puis là, dans les dernières années, on a quand même eu là, les travaux du pont-tunnel qui sont un sacré défi. Donc, je vous dirais qu'il y a quand même énormément de choses qui ont été faites. Puis là, je vais faire un peu de politique, mais avant notre arrivée, on était vraiment dans une perspective justement de fluidité puis d'accès au centre-ville, de la part des banlieues, des couronnes, de la part du reste de Montréal. On a vraiment renversé cette tendance-là. Donc, on est vraiment dans une perspective de vie de quartier, de sécuriser des déplacements aux abords des écoles, de sécuriser les générateurs de déplacement, que ça soit des centres sportifs, ce genre de choses-là. Donc, on a mis beaucoup en termes de mesures d'apaisement de la circulation. On travaille aussi très, très fort pour déployer des infrastructures cyclables, mais c'est compliqué, le centre-ville, je ne vous cacherai pas. On a une densité de travaux qu'on ne voit nulle part ailleurs. Là, on a des infrastructures qui sont vieillissantes. Vous savez, il y a eu pendant des années là, des lacunes en termes d'entretien de nos réseaux d'infrastructures. Donc, on se retrouve dans un secteur où on a des gros partenaires, on a beaucoup de gens qui circulent, on a beaucoup de chantiers, donc c'est un gros défi. On a fait des beaux projets, mais là, il faut vraiment qu'on trouve une façon d'accélérer finalement le déploiement des infrastructures, puis aussi travailler sur ce qui est les détours. En ce moment, c'est un des gros défis dans Ville-Marie. Quand on a des chantiers, en fait, là, souvent, les cyclistes, malheureusement, les piétons sont un peu laissés à eux-mêmes, malgré le fait qu'on a changé notre réglementation pour contraindre les contractants, les promoteurs dans la rue de mettre en place des détours. C'est une pratique qui est vraiment difficile d'une part à faire respecter, puis souvent, ce sont des détours qui sont mis en place puis sont réfléchis. Pour l'auto. Puis par des gens, c'est ça, qui ne font pas de vélo, donc qui ne comprennent pas tout à fait comment ça fonctionne. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille dans les prochaines années, mais quand même, il y a dans Ville-Marie aussi beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et de votre côté, Arish, vous avez mentionné plusieurs choses qui ont été réalisées et qui s'en viennent dans les prochaines années. Par rapport à ce qui a été fait dans la sécurisation des périmètres, des zones scolaires, par exemple, et tout ça, et pour la culture vélo également, est-ce que vous commencez à voir des résultats, des avancées par rapport à tout ça? Oui, il y a quand même une plus grande, je dirais une plus grande participation, puis un développement de la culture du vélo à Saint-Léonard. Notre arrondissement est particulier par de sa composition des citoyens. On est le deuxième arrondissement où il y a le plus de population vieillissante de la ville de Montréal. Et en même temps, on a plus que 20% de la population on a eu beaucoup de changements socio-démographiques à travers les années. Et ça fait qu'on a plus que 20% de la population qui sont vieillissantes, puis on a plus que 20% qui sont des jeunes de 0 à 24 ans. Fait il faut qu'on fasse des projets qui rassemblent les deux, et c'est quand même dans le développement. Il faut prendre en considération ces chiffres-là. Puis oui, on voit le développement de la culture du vélo à notre arrondissement. C'est sûr que ça se fait pas peut-être du même rythme, puis nos citoyens ont une certaine... ils ont des inquiétudes qu'il faut prendre en considération, il faut aller les consulter, il faut penser que les projets qu'on amène, il faut qu'il y ait l'acceptabilité sociale, et il faut que ça soit bien fait pour notre arrondissement, mais en même temps que ça suit aussi le rythme de la ville de Montréal. Donc, nous, comme je disais, on a sécurisé autour des écoles, donc vraiment des saillies de trottoirs, l'atténuation de la vitesse des automobiles. Nous aussi, c'est qu'on a 9 grands parcs dans notre arrondissement. Et chaque école, que ce soit secondaire ou primaire, est à côté d'un parc. Donc, ça fait que quand on sécurise une école, on sécurise aussi autour des parcs aussi. Donc, on a des pistes cyclables protégées autour de l'école, que ce soit, par exemple, le boulevard
Robert et Lavoisier, donc juste ici. Ben, moi, je suis pas bonne dans la circulation, moi, je pensais par là. Moi, quand je suis en réunion, ils me disent « laisse, là, je suis comme, s'il vous plaît, montrez-moi une carte parce que je sais pas c'est où. » Donc, des bollards aussi. On a posé des bollards pour protéger cette piste cyclable. On a aussi la réparation de pistes cyclables passant par les parcs. Donc, nous, tous nos parcs sont reliés par une piste cyclable à l'intérieur. Donc, on a un chemin qui relie tous les parcs, dans le parc Wilfrid-Bassin et Coubertin. On a aussi la sécurisation des arrêts d'autobus au bord des pistes cyclables. Donc, ça s'en vient. La réalisation est prévue en 2025 aussi. 2025, c'est une grande année pour nous à l'arrondissement. Des projets consistent aussi la construction de la sécurisation à côté d'arrêts de bus. C'est vraiment des terre-pleins et le rehaussement de la chaussée devant 12 arrêts d'autobus. Donc, sur le boulevard Couture, Robert et Lavoisier. Aussi parce qu'on parle surtout du secteur nord ici, parce qu'on a la plus grande polyvalente à la Ville de Montréal. On a 3000 étudiants à Saint-Ex. Donc, on veut que ces jeunes-là vont choisir le vélo. Puis, on le voit l'été que la majorité de nos étudiants sont de l'arrondissement. Fait que nos jeunes, ils utilisent leur vélo pour se rendre à l'école. Donc, on a aussi la création d'un comité vélo. Donc, ça, c'est nouveau à l'arrondissement. Ils ont le mandat de rassembler autour d'une table. Donc, comme qu'est-ce qui fait un comité vélo, c'est d'amener les gens à s'intéresser à la culture du vélo, de participer, de voir les projets. Puis, je finirai aussi parce qu'on a mis un plan de gestion de déplacement pour les employés de notre arrondissement. Donc, ça a été instauré en 2021. Ça leur offre des alternatives à l'auto solo. On a acquis 2 vélos à assistance électrique. Il y a un atelier de participation, de réparation, de vélos. Puis, donc, le remboursement de déplacement avec Bixi pour nos employés. Donc, ça favorise le développement, une autre voie qu'utiliser la voiture. Mm-hmm. C'est super intéressant. En fait, des défis certainement très différents entre vos 2 arrondissements. Oui, on n'a pas la même réalité, moi et Sophie. Non, c'est ça. En même temps, on a tous ces arrondissements-là à la Ville de Montréal, sur l'île de Montréal. Hein, donc, ça fait partie de la réalité de la ville. Puis, des progrès quand même qui ont été réalisés de part et d'autre. Bon, tantôt, Sophie disait « l'heure sera à l'humilité » un peu plus tard. Si on se ramène à l'année dernière, quand le CRE Montréal a demandé aux personnes qui participaient au rendez-vous de la mobilité active, donc en 2023, si elles étaient confiantes relativement à l'atteinte de nos cibles de mobilité active qui ont été nommées un peu plus tôt, les résultats étaient assez bas. Autrement dit, la confiance n'était pas nécessairement au rendez-vous. Ce sont des cibles ambitieuses, mais nécessaires, je pense. Qu'en est-il de votre côté? Quel est votre degré de confiance, en fait, par rapport à l'atteinte des cibles? Puis, c'est quoi les principaux défis qu'on va devoir relever pour pouvoir les atteindre? Je pense que pour faire de la politique active, on n'a pas le choix d'être optimiste, sinon c'est comme trop déprimant. Donc, je suis très confiante. Cela étant dit, il y a vraiment un éléphant dans la pièce, puis je me permets de le nommer là, parce qu'il y a quand même une cohérence entre les différents réseaux. Puis, tu sais, on aura beau mettre des pistes cyclables sur toutes les rues possibles et inimaginables, faire de la sensibilisation pour que les gens marchent, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des infrastructures de transport collectif. Et là, je sais qu'il y a des gens du MTMD qui sont là, fait que je me permets un petit message. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un gouvernement qui finance sur une base récurrente des projets de transport structurants, on n'y arrivera pas. Harry, je parlais tout à l'heure du prolongement de la ligne bleue. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu une nouvelle station, 40 qu'on n'a pas eu une nouvelle station à Montréal. C'est super cool. On est emballés, mais il faut continuer. On n'a toujours pas de nouvelles sur le projet structurant dans l'Est. On attend encore notre tramway dans la Chine. Nous, avec le plan d'urbanisme et de mobilité, on a déposé une vision extrêmement ambitieuse. On essaye aussi avec la STM de trouver des espèces de stratégies alternatives où on dit on va mettre des SRB un peu plus light pour générer du transport, pour s'assurer que les gens y adhèrent, pour pouvoir à terme arriver avec des infrastructures de transport plus structurantes. Mais il faut que le transport collectif soit déployé sur l'ensemble de l'île pour qu'après ça, de manière complémentaire, on puisse ajouter la mobilité active. On n'attendra pas, évidemment. Là, on parlait des différents rêves sur le territoire. On va les déployer. On a aussi travaillé extrêmement fort dans les dernières années pour augmenter le budget, mais aussi le staff, le personnel qui est dédié au transport actif à la Ville de Montréal, qui permet aussi aux arrondissements maintenant de faire eux-mêmes des projets locaux. Donc, la Ville-Centre, là, je parle avec mon chapeau Ville-Centre, responsable des transports, on déploie les rêves, les projets qui sont inter-arrondissements, mais on s'est aussi doté d'une équipe pour accompagner les arrondissements pour qu'ils puissent faire des liens locaux, qu'ils puissent mailler leur réseau local. Julie de ONC qui est là, ONC a fait
des vraiment beaux efforts à cet égard-là. On a des arrondissements qui travaillent très, très fort pour mailler finalement un réseau d'ordre plus local. Donc, ça va passer par différentes choses, mais il faudra que le transport collectif soit au rendez-vous. L'autre chose, je vais faire un autre éditorial, là, je suis sur une lancée. On est dans un contexte aussi où le nombre de véhicules augmente plus rapidement que la population générale. C'est 10 000 véhicules de plus qu'on retrouve sur le territoire année après année. Il faudra éventuellement contraindre un peu l'usage de l'auto solo. Évidemment, ça prend des alternatives. On ne veut pas mettre les gens dans le trouble, mais il va falloir réfléchir là, à des façons de contraindre cette utilisation-là de l'auto. Pour des questions de sécurité aussi, là, on est rendu dans un contexte où le taux de collision augmente drastiquement. Le SPVM est dépassé par le niveau de délinquance des automobilistes. Donc, il faudra aborder ça. Puis finalement, la dernière chose sur laquelle il va falloir qu'on travaille aussi, c'est la mobilité des marchandises. On a travaillé très, très fort sur la mobilité des personnes. On s'assure que les gens peuvent se déplacer. Mais il va aussi falloir qu'on aborde la question de la mobilité des marchandises, réduire le plus possible la présence du camionnage dans nos rues, s'assurer qu'on met en place des espèces de pôles logistiques, qu'on gère le dernier kilomètre. Et ça, c'est un gros défi aussi. C'est quelque chose sur lequel on travaille, mais la mise à l'échelle, on a fait, par exemple, le projet Colibri, j'imagine que vous en avez entendu parler. La mise à l'échelle est difficile. Donc, il y a ça, puis finalement, puis là, je m'excuse si vous êtes tannés, je suis comme emballée. Il y a la question de l'équité territoriale qui va être abordée beaucoup aujourd'hui. Harry, j'en ai parlé aussi un peu. Les défis ne sont pas les mêmes. C'est sûr que les projets sont mieux reçus dans les quartiers centraux. Puis je pense qu'on va pouvoir faire le pont tout à l'heure avec comment vous pouvez contribuer aussi à ça. Mais la question de l'équité territoriale, c'est extrêmement important. C'est une chose de mettre en place les infrastructures, mais encore faut-il qu'elles soient reçues et qu'elles soient utilisées. Donc, nous, à la Ville, on travaille aussi beaucoup sur une réflexion par rapport aux infrastructures sociales, c'est-à-dire comment on s'assure que certaines communautés qui n'ont pas accès au vélo apprennent à faire du vélo. Donc, de trouver des solutions aussi pour mettre les gens dans les pistes. Donc, ça serait pas mal ça. J'ai sûrement oublié des choses, mais je partirai avec ça. Merci. Et de votre côté? Bien, moi, je dirais, je reviens toujours sur notre plus grand défi, c'est vraiment l'autoroute 40. C'est vraiment, je crois que même tout projet futur, que ce soit le rêve du Lacordaire, rêve Langelier, pas Langelier, mais là, je rêve, là. Le rêve Lacordaire, Jean Talon, serait incomplet sans qu'il y ait une passerelle sur l'autoroute. Et justement, quand on parle le gouvernement ne peut pas nous donner un coup de main dans ça. On envoie des lettres pour montrer l'importance de le faire aujourd'hui puis de développer des projets qui sont cohérents puis qu'on est proactif aussi parce que si on peut voir, ça a pris 40 ans pour que le prolongement commence, puis là, on va voir le jour dans un autre, peut-être 10 ans, ça va prendre pour que, ben là, 10 ans, c'est 8 ans, pour que le métro rentre en fonction, puis les gens commencent à l'utiliser. Je pense que c'est la période que ça peut prendre, le temps, la lenteur du développement des projets décourage la population, décourage les citoyens, puis décourage les citoyens à s'embarquer aussi dans les projets parce qu'ils disent « OK, j'ai même beau avoir j'ai une envie pour 10 minutes ». Mais là, tu me dis, c'est dans 10 ans, je ne sais même pas si je vais être vivant pour le voir. Tu sais, c'est des gens des citoyens qui ont des préoccupations de voir la réalisation de ces projets-là. Fait que c'est difficile d'embarquer les gens. Je pense que c'est ça, la confiance. La confiance à qui on montre que c'est faisable, puis ça ne prend pas des décennies pour que ça s'en vienne. L'autoroute 40, c'est sûr que peu importe le projet qu'on peut avoir à Saint-Léonard, il est d'une importance cruciale d'avoir une traversée, une passerelle du nord-sud pour que les citoyens, parce que le métro qui s'en vient va être dans la section sud de notre arrondissement. Fait que les utilisateurs du nord, pour se rendre à un métro, ils ne pourront pas prendre un vélo, par exemple, parce que c'est pas sécuritaire de traverser. Oui et non, mais c'est sûr que là, on a une étude qui s'en vient pour une piste cyclable sur la rue Provencher. On a aussi des études pour la rue Jarry, justement dans le but d'avoir que notre arrondissement ne soit plus déconnecté des autres arrondissements. Désenclavé. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, pour le moment, il n'y a aucune piste cyclable est-ouest, nord-sud. Donc, c'est sûr qu'à l'arrondissement, on travaille fort pour
travailler sur des nouvelles pistes cyclables qui peuvent rejoindre dans la mesure où est-ce qu'on est capable de le faire, nos selles internes. Puis, comme elle a dit, nous, ici, c'est l'acceptabilité sociale. Nos citoyens ont des inquiétudes face à la perte du stationnement. Qu'on le comprenne, dans d'autres arrondissements, ils sont plus fébriles à perdre leur stationnement. Nous, ici, nos citoyens, c'est ça ce qui crie fort. C'est sûr qu'il faut qu'on accompagne nos citoyens. Puis je comprends que le changement du comportement humain ne se fera seulement que s'il est face à un changement drastique. Mais en même temps, on ne veut pas faire des changements drastiques, on veut faire des changements bien faits, des développements qui sont adéquats pour notre arrondissement, puis pour qu'on incite aussi les gens. On ne va pas non plus voir des pistes cyclables qui ne seront pas utilisées. Le but, c'est aussi de développer une culture de vélo, parce qu'on le voit, nous, à l'arrondissement ici, ça commence à se développer. Les dernières années, ce n'était pas présent, mais c'est sûr que comme ça va de soi. Si on met des bonnes installations, les gens vont l'utiliser, puis si on apprend à utiliser, ils vont demander des installations, mais aussi le développement de transport collectif est très important, puis l'arrondissement est a les mains très ligotées dans ça, et je crois qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire développer ça. Mm-hmm. Vous l'avez nommé, Sophie, un des enjeux transversaux qui vont être abordés aujourd'hui, c'est justement cette notion d'équité territoriale. On en a parlé brièvement, mais j'aimerais ça vous entendre peut-être en une minute chacune par rapport à ça. On peut avoir des fois des choix déchirants à arbitrer entre des quartiers centraux qui vont avoir une demande très, très forte pour certains aménagements et où on sait là, que ça va être adopté immédiatement, donc les retombées vont être très rapides. À contrario, on peut avoir aussi des quartiers où on a peut-être un peu moins de demandes, où les gens revendiquent moins, peut-être que les résultats vont être un peu plus lents aussi. Comment est-ce qu'on peut ou on devrait naviguer entre ces éléments-là? Bien, nous, une des stratégies qu'on a mis en place, c'est d'habiliter les arrondissements à faire des choses. Donc, je parlais tout à l'heure là, qu'on a mis en place des équipes pour pouvoir accompagner les arrondissements dans le déploiement de leur réseau local. On le finance, en fait. C'est la Ville-Centre qui paye, mais ce sont les arrondissements qui font leurs projets. Donc, ils ont l'expertise, ils ont la connaissance de leur territoire, ils savent comment mobiliser leurs citoyens, leurs partenaires. Donc, ils sont mieux à même de faire atterrir des projets, parfois, dans ces secteurs-là. Même chose pour la sécurisation aux abords des écoles. À Riche, j'en ai parlé beaucoup. C'est un programme, en fait, qui a été mis en place par la Ville-Centre, encore une fois, en disant, vous êtes les experts de vos territoires, proposez-nous des projets de sécurisation, faites-les avec vos équipes écoles, avec vos directions scolaires, puis nous, on va les payer. Donc, c'est une façon d'outiller, finalement, là, des quartiers un peu plus excentrés, de quand même mettre en place ces mesures-là. On a aussi mis en place, nous, un volet quand on arbitre le choix des... c'est sûr que, bon, il y a toutes sortes de contraintes. Je parlais tout à l'heure des infrastructures. Si on a des infrastructures de l'eau qui sont en fin de vie puis qu'on n'a pas le choix d'y aller, on va saisir l'opportunité pour revoir le dessus. Mais après ça, on a toutes sortes de critères pour prioriser les projets et la question de l'équité territoriale en fait partie. Ça a été intégré dans nos critères d'arbitrage de projets, que ce soit les projets qui sont en lien avec Vision Zéro, donc la sécurisation aux abords des écoles, entre autres, la sécurisation aux abords des lieux fréquentés par les personnes âgées parce qu'ils sont surreprésentés dans les collisions. Même chose pour le vélo. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Puis l'autre volet, je l'ai abordé très rapidement, mais c'est la question des infrastructures sociales. Puis je vois, entre autres, les collègues de Montréal-Nord qui sont là, des initiatives comme Tout à vélo, où on vient justement donner confiance auprès de populations ou de groupes qui sont moins portés vers le vélo. On le sait, là, encore une fois, statistiquement, les hommes sont surreprésentés dans les rues à bicycle comparativement aux femmes. On travaille aussi, on l'a vu par exemple, le transport collectif, les trajets d'autobus. L'autobus est beaucoup plus utilisé par les femmes que par les hommes. Donc, il faut qu'on ait cette réflexion-là aussi quand on met en place des projets d'infrastructure qui répondent aux différentes communautés. Puis c'est comme ça, finalement, qu'on va venir construire un tissu qui est plus équitable là, en termes de mobilité. Et de votre côté, est-ce que c'est arrivé qu'on vous sentez un peu laissé pour compte ou que vous devez revendiquer davantage pour... Moi, je pense que parmi les plus grands défis, je crois que c'est... et là, c'est la bureaucratie. Il y a beaucoup de va-et-vient qui ralentissent des travaux, que ce soit pour le financement, que ce soit pour... c'est sûr qu'il y a des bonnes initiatives, il y a des bons projets en place, mais ça, c'est parce que
c'est une cumulation, je pense, que pour les défis auxquels on fait face à notre arrondissement particulièrement, je pense que c'est une cumulation à travers les années, puis qu'aujourd'hui, on est à minuit ou un quart face à des gros changements qui arrivent dans notre arrondissement, parce que, tu sais, on parle toujours du prolongement de la ligne bleue, ou c'est maintenant le projet de la ligne bleue, parce qu'on parle plus de prolongement, va amener, on estime, jusqu'à 14 000 nouveaux résidents à Saint-Léonard. Donc, c'est un arrondissement en voie de développement. Tout le sud de l'arrondissement va être développé. Donc, tout ce qui est le secteur Langelier. Et là, je ne parlerai pas, tu sais, elle a abordé l'eau, mais je n'aborderai même pas le collecteur. Je n'aborderai pas des défis qui sont tous interreliés avec le développement de la mobilité durable. Donc, avec le transport collectif, tout est interrelié parce qu'aujourd'hui, quand on pense à que ce soit une piste cyclable, un tramway ou un rêve, tout est interrelié avec les infrastructures, avec le développement. Donc, notre arrondissement est en changement, puis qu'on doit aujourd'hui s'asseoir tous ensemble pour voir comment faire, puis être prévoyant, puis être proactif aussi. Parce que je ne peux pas penser que quand je vais arriver, après que j'ai tout construit, dans 20 ans, je vais dire, ben là, en passant, j'ai pas pensé à faire un collecteur Langelier, puis là, il y a comme des inondations partout parce qu'on a rajouté 14 000 nouveaux résidents, sans arranger le problème aujourd'hui. Fait que c'est aussi, pour le citoyen, je pense, pour que tout le monde soit autour de la table, puis que le citoyen, non seulement parce que je pense que tout le monde, s'ils ont des bonnes installations, tout le monde va utiliser d'une manière équitable et juste. On va se partager d'une bonne manière la rue tous ensemble. Mais aujourd'hui, je pense que dans notre arrondissement, le citoyen ne se sent pas engagé parce qu'il voit d'une certaine manière, il y a un manque de cohérence dans le développement de ces projets-là parce que ça se fait comme une chose, au lieu que ça soit comme d'une manière... C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de la rue du rêve Jean Talon, on peut aussi parler du prolongement de la ligne bleue, le rêve, mais aussi, on parle aussi du réaménagement de la rue Jean Talon. Tout doit se faire tous ensemble parce que ce serait pas faisable. Je pense qu'aucun citoyen voudrait que... Même moi, personnellement, j'habite à l'arrondissement. Je trouverais pas que ça fait du sens que si j'arrive dans 10 ans puis leur dire « Ah, le métro est fait, ben là, maintenant, il faut qu'on casse la rue puis qu'on refasse la rue Jean Talon après qu'on a refait le métro. » Tu sais, je trouverais ça décourage. Puis je pense que c'est qu'est-ce qu'on voit chez le Montréalais et Montréalaises aujourd'hui, c'est qu'ils sont un peu tannés de ça. Mm-hmm. Puis finalement, avant de se séparer en salles d'ateliers thématiques, on va réfléchir donc évidemment à 4 thématiques au courant de la journée. Ça a été des thématiques qui ont été priorisées avec le comité de programmation des rendez-vous de la mobilité, mais aussi en fonction des discussions qui avaient eu lieu l'année dernière, donc au rendez-vous de 2023. Quelles sont vos attentes ou est-ce qu'il y a des éléments, des enjeux transversaux que les gens devraient garder en tête pendant les ateliers et les discussions? Petit mot de la fin. Bien oui, puis ça va revenir peut-être à ce dont on discutait par rapport à l'équité territoriale, puis par rapport à la question de comment on arbitre des projets dans des secteurs ou dans des territoires où on s'attend à ce qu'ils soient peut-être moins bien reçus. Puis c'est là où je pense que la société civile a un rôle extraordinaire à jouer. J'ai fait un clin d'œil à Montréal-Nord, mais je vais me permettre de le refaire. Dans les dernières années, Montréal-Nord ont déployé vraiment beaucoup de pistes cyclables. Puis tu sais, nous, on a travaillé très, très fort pour pouvoir mettre ça en place, mais on n'y serait jamais arrivé si on n'avait pas des gens et des partenaires de la société civile pour pousser sur le politique localement aussi. Donc, tu sais, il y a une association de mobilité active qui est extrêmement proactive dans Montréal-Nord, qui va au conseil d'arrondissement, qui met de la pression sur les élus locaux, qui accompagne aussi les gens dans le changement, qui font de la pédagogie. Et ça nous aide beaucoup. Je le disais tantôt, je parlais du rêve Saint-Denis. C'est sûr que dans les quartiers centraux, c'est plus facile. Par contre, je le mentionnais aussi d'entrée de jeu, on reçoit encore des menaces de mort quand on va faire des projets, quand on retire des places de stationnement. Je pense qu'on a tous eu un petit réveil collectif l'année passée quand il y a eu les déploiements de projets cyclables dans Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Ça nous ramène quand même au fait qu'il y a encore énormément de résistance au changement, puis c'est correct, puis il faut accompagner les citoyens et citoyennes là-dedans, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc, je pense que là, la société civile, les partenaires ont vraiment un magnifique
magnifique rôle à jouer, d'aller interpeller aussi leurs élus locaux. On a très hâte que vous nous déposiez des projets de voies cyclables. Il semble y en avoir dans les cartons, donc on a bien hâte de voir ça. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un effort là, qui doit être consenti auprès des gens pour pouvoir les amener à changer leurs habitudes de vie. On sait que c'est long, on sait que c'est pas évident parce que ça touche vraiment, tu sais, à la nature même de notre quotidien, mais ça pour vrai, si vous avez des solutions, on est preneurs. C'est un défi à chaque fois qu'on va dans la rue, à chaque fois qu'on repartage l'espace public, à chaque fois qu'on réaménage, à chaque fois qu'on touche au stationnement. C'est pas facile. Donc, s'il y a des gens qui sont vocaux, qui sont présents, qui sont derrière nous, ça nous aide. Puis l'autre chose, il faut faire preuve aussi de tolérance, à savoir qu'on n'est pas toujours capable de mettre en place le projet parfait. Puis des fois, c'est mieux d'aller prendre l'espace dans la rue en se disant, bien, on va bâtir là-dessus, que d'attendre d'avoir un projet qui est parfait, mais dont, si on attend que les astres s'alignent, c'est plus long. Donc, il faut aussi qu'on soit tolérant à l'erreur, qu'on soit tolérant à l'expérimentation. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins dans notre culture nord-américaine. Quand je parle avec des collègues, entre autres en Europe ou même en Amérique du Sud, les gens sont plus tolérants par rapport justement à l'erreur, à l'itératif, de revenir, essayer des choses. Ici, c'est pas une culture qu'on a, donc si vous pouvez nous aider à mettre en place cette culture-là dans la société civile, on serait tous gagnants, je pense. Voilà. Merci. Et le mot de la fin, justement, qu'est-ce que les gens devraient garder en tête au courant des ateliers aujourd'hui? Je pense qu'on devrait garder en tête qu'on peut transformer ces beaux défis en des bonnes opportunités de travail, puis qu'on mise sur l'intelligence collective de tout le monde. Puis je crois que nous, ici à l'arrondissement, moi, c'est mon premier mandat, puis ça fait 3 ans que je suis ici, mais je pense qu'on a instauré un beau canal de communication avec nos partenaires sur le terrain pour voir des nouveaux changements qui arrivent à l'arrondissement. Et aussi, quand on parle de mobilité durable ou de développement de pistes cyclables, particulièrement, on pense que notre comité vélo, on parle bien, ça amène des nouvelles idées, on est à l'écoute de nos citoyens. Puis c'est sûr que quand on apporte des changements, l'être humain est très résistant aux changements. Ça le rend inconfortable. Puis quand on est inconfortable, on a peur, fait qu'on garde qu'est-ce qu'on connaît. Mais il faut accompagner le citoyen. Puis ça prend du temps, puis ça prend de la communication, puis ça prend de la bienveillance. Puis ça prend des fois des décisions difficiles que ça fait pas de toi très populaire, mais tu dois les faire. Mais en même temps, on est redevable à la collectivité. Puis quand on pense à un projet, on ne pense pas pour 5 %, on pense pour 100 % de la population. Je pense que c'est sur ça qu'on doit miser, puis que c'est en voie de développement. Moi, je parle pour Saint-Léonard. Qu'est-ce qui nous attend? C'est très beau, puis c'est sûr que ça va être... on développe des projets, on veut que ça soit le plus beau et le plus fonctionnel possible, mais c'est sûr qu'on va développer avec le rythme du temps, puis avec toutes les nouveautés que les années vont nous amener. Merci beaucoup, Arigel Corby et Sophie Mauserol. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. Merci pour votre intérêt pour ces enjeux-là. Alors, je pense que ça met très bien la table pour la suite de la journée. On va s'arrêter pour prendre une petite pause café et vous serez ensuite attendus pour le début de vos ateliers respectifs. Là, je vous avoue, j'ai pas l'heure sous la main. Est-ce qu'on garde le cap? Donc, 10h20 pour le début de vos ateliers. On vous attend dans vos salles. Merci d'être à l'heure. À tout à l'heure.